sur ce webinaire avec un focus sur le Portugal. Donc, moi-même, je suis Flora Fournier, conseillère internationale à la CCI Grand Est. Je fais partie de la Team France Export Grand Est. Et je vais juste un peu vous donner quelques éléments d'information sur la Team France Export Grand Est. Vous donner un peu une idée. Alors, voilà, je pense que tout le monde voit mon écran. Oui, on voit ton Oui. écran. Voilà, donc la Team France Export Grand Est, hein, ça a été une refonte du dispositif public qui a été mis en place par Emmanuel Macron en 2017. Et donc, c'est un regroupement, en fait, un regroupement des bureaux Business France et des conseillers CCI International Grand Est. De tous les conseillers internationaux dans les CCI de France, avec le bureau BF ici en France. Donc, pour permettre, en fait, à chaque entreprise d'avoir un référent export, donc un parcours simplifié, en fait, comme c'est noté ici. Donc voilà, avant, c'était voilà, cette partie-là en France à l'international. Et maintenant, voilà, nous sommes la TIF France Export, avec un contact dans chaque CCI, pour chaque entreprise. Alors, je vous ai mis une carte, en fait, où vous verrez, voilà, nous sommes 18 ici dans région Grand Est. Voilà, on est répartis entre la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. Vous avez les différents contacts, donc voilà, dans le Rhin, dans le Bas-Rhin, en Moselle, voilà, vous avez tous les noms, avec les collègues, nos collègues ici. Voilà, donc vous aurez chaque fois un contact au niveau de l'international. On est là pour vous aider, en fait, la Team France Export en région. Voilà, pour vous aider à vous développer, à trouver des nouveaux marchés à l'international, toute cette partie de qualification et de préparation pour se développer à l'export. On vous aide aussi à prospecter des marchés ciblés avec nos collègues des bureaux à l'étranger. Et on travaille avec différents partenaires, la BPI, les conseillers du commerce extérieur, voilà, et d'autres sociétés. Et je vous ai mis une plateforme numérique des solutions export. En fait, on vous enverra la présentation si vous le souhaitez, où il y a le lien de notre plateforme Team France Export Grand Est, où vous trouverez toutes les, voilà, tout ce qu'on peut, de quelle manière on peut vous aider et vous accompagner. Donc, on vous enverra le lien où vous avez cette plateforme des solutions avec des parcours personnalisés, des agendas de tout ce que l'on fait, des événements, des solutions RH, voilà, des solutions conseils. Voilà, vous aurez tout ceci que vous retrouverez sur cette plateforme. On vous enverra le lien, je ne vais pas m'attarder trop longtemps parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce webinaire. Donc, vont intervenir, alors dans l'ordre d'intervention, donc Laurent Marionnet, qui est directeur général de la CCI luso-française. Bonjour à tous. Voilà, qui va vous faire un panorama du Portugal. Ensuite interviendra Clémentina Félix, qui est la responsable appui au niveau de la Chambre de commerce luso-française aussi. Et enfin, Fabien Machado, qui est notre collègue Business France au Portugal, qui vous parlera de la solution RH et éventuellement des VIE si vous le souhaitez. Voilà. Eh bien, écoutez, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Laurent, et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Flora. Bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Marionnet, le directeur général de la CCI luso-française. Merci à la CCI Grand Est de nous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Je vais partager mon écran. J'espère que tout le monde le voit. Moi, je ne vous vois plus du tout, mais c'est pas grave. Tout le monde voit? Oui. Oui, bon. Oui. Si tu veux maximiser, par contre, ta présentation. Pardon? Tu peux maximiser ta présentation. Comme ça, c'est bon? Ouais, génial. Oui. Voilà. Merci Fabien. Ok, donc une nouvelle fois, merci la CCI Grand Est. Je me retrouve un peu pas en terrain connu, mais ça fait longtemps que j'ai quitté le Grand Est. J'ai été aussi moi-même, j'ai travaillé à la CCI Lorraine pendant un moment, et je crois que j'ai d'anciennes collègues qui est là, donc je la salue. Alors, pour parler du Portugal, moi je vais vous présenter un peu les généralités sur l'économie portugaise, et puis aussi surtout les secteurs porteurs. Et puis ensuite, je passerai la parole à ma collègue Clémentina, qui vous donnera un peu tous les services aussi qu'on peut décliner pour vous.
Alors le Portugal, pourquoi? Alors aujourd'hui, on est un pays à la mode, on va dire déjà depuis un petit moment, mais pourquoi ce pays est intéressant? D'abord, bon, pour vous donner un peu de chiffres, le Portugal est un pays qui est une population assez restreinte, hein, à peu près 10,5 millions d'habitants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le pays a passé une crise financière assez importante entre 2008 et 2014. Et puis, des réformes ont été faites, des réformes profondes, hein, des réformes importantes, ce qui permet aujourd'hui à l'économie portugaise de repartir après le Covid. Hein, on a été impacté comme tout le monde, mais de repartir sur des bases saines. Et on voit aujourd'hui que les chiffres sont plutôt assez bons, avec un taux de chômage qui est passé en dessous de 6% et qui est encore en décroissance. Et puis surtout un taux de croissance qui est l'année dernière à 4,1 et qui est au-dessus de la moyenne européenne. Alors, les avantages du Portugal et pourquoi le Portugal aujourd'hui se retrouve un peu au centre de l'actualité, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec la situation géopolitique actuelle, c'est que d'abord il y a une position stratégique en Europe. C'est le pays le plus à l'ouest. Et donc, vous voyez que c'est un pays qui est au carrefour, hein, un carrefour de communication entre d'abord le continent américain, on est le pays plus proche des USA et du Canada, mais aussi c'est un pays qui est une porte d'entrée vers les pays lusophones, hein, de langue portugaise, qui représente à peu près 260-300 millions d'habitants, avec notamment le Brésil, mais l'Angola, Mozambique. Donc ça, c'est une position importante, et je crois qu'aujourd'hui, avec malheureusement la situation qu'on est en train de vivre, ça va devenir quelque chose de stratégique aussi pour le Portugal. Autre avantage sont les infrastructures. Alors vous voyez que dans un classement du World Economic Forum qui a été fait, on arrive en 21e position pour les meilleures infrastructures parmi 141 pays. Donc, bon, un réseau routier fortement développé. Je pense que parmi vous, il y a des gens qui sont déjà venus au Portugal. Si vous avez pris les autoroutes, vous voyez que ça se passe pas mal. Mais ce qui est important, c'est qu'on a surtout 6 ports sur la façade atlantique, avec un port qui se trouve au sud du Portugal qui s'appelle Sines et qui est un port en eau profonde et qui devrait pouvoir permettre d'accueillir un certain nombre de gros porteurs pour l'énergie et notamment le transport du gaz. Ça, c'est le sujet d'actualité. Des aéroports qui fonctionnent bien évidemment, et puis un réseau ferré qui existe mais qui reste peut-être à développer. J'y reviendrai tout à l'heure. Des liaisons avec la France, hein, je pense que pour ceux qui sont déjà venus au Portugal ou pour ceux qui ont déjà un peu regardé comment on y vient, il est très facile de se rendre au Portugal. On a énormément de liaisons, ça reprend. Alors évidemment avec le Covid, hein, les 2 dernières années, on a été il y avait beaucoup moins de vols, mais aujourd'hui ça reprend. Et en temps normal, on a, je crois même maintenant, un peu plus de 500 vols hebdomadaires entre la France et le Portugal. Temps de vol limité, donc le Portugal est un pays facile d'accès. Une main-d'œuvre qualifiée, ça c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui est surprenant, enfin, quand on arrive au Portugal. Pour ma part, donc moi ça fait 8 ans que ça va faire 8 ans que je suis au Portugal déjà, et quand je suis arrivé, j'étais surpris du bon niveau d'anglais des Portugais. Ça c'est quelque chose que les entreprises, quand elles arrivent, elles remarquent tout de suite, c'est que les jeunes générations pratiquent un anglais qui est quasiment parfait, les générations un peu plus anciennes parlent souvent le français, mais il y a une maîtrise des langues de façon générale qui est assez bonne, un niveau d'éducation qui est très haut, avec des universités qui rentrent dans les classements mondiaux, donc ça c'est intéressant. Et puis après, sans rentrer dans le cliché, mais il y a vraiment un réel engagement au travail et encore un respect de la hiérarchie. Pour donner quelques chiffres sur justement un peu les collaborateurs qui travaillent au Portugal, donc le salaire minimum, aujourd'hui il est à 705 € brut par mois. Alors attention, payé sur 14 mois, ça c'est important pour les gens qui ont des projets d'implantation. Donc vous voyez que ça fait ramener sur 12 mois, c'est 822 €. Ça c'est le salaire minimum. Alors aujourd'hui, vous avez vu que le taux de chômage était assez faible. Donc il y a une pression quand même assez forte à la hausse sur les salaires malgré tout. Et aujourd'hui, le salaire moyen, il est aux environs 1 000 € brut. Hein, donc ça, il faut bien avoir ça en tête. C'est qu'aujourd'hui, je crois que le Portugal est un pays où, oui, les coûts d'opération, et on le verra un peu plus tard, sont intéressants. Mais le Portugal est surtout un pays dynamique et un pays d'innovation et qu'il faut voir pour ses compétences et plus pour ses coûts d'opération. Alors,
En ce qui concerne les frais et les charges sur les salaires, donc les charges patronales sont à 23,75% aujourd'hui. Ce que paye le salarié sur son salaire, c'est 11%. Vous avez un taux d'imposition sur les sociétés, alors c'est un taux de base ici qui est à 21%, et puis des rémunérations sur les heures supplémentaires. Ce qu'il faut savoir, ce qui est important ici, c'est qu'il y a un code du travail qui existe, et qui est à peu près similaire au code du travail français, donc attention aussi, parce qu'on tombe souvent dans les clichés en disant qu'on est aussi dans un pays à bas coût où il est facile de séparer des gens. Non, c'est pas vrai. Il y a un code du travail qui existe, et la protection des salariés est une vraie réalité. Donc il faut aussi voir le Portugal comme ça. Alors sur les contrats de travail, il est possible de faire des contrats à durée indéterminée ou des contrats à durée déterminée, un peu comme en France. Sachant que le contrat à durée déterminée quand même se fait dans des conditions bien particulières, c'est un peu compliqué parfois. Et puis vous avez un statut qui pourrait s'apparenter un peu de l'auto-entrepreneur, mais qui n'est pas vraiment ça, mais qui s'appelle récibo-verbe. En fait, c'est la possibilité pour un indépendant de facturer ses prestations à un prestataire de service. Possibilité d'employer des stagiaires, bien évidemment. Enfin, tout ça, ça fonctionne à peu près comme en France. Alors, l'environnement des affaires, bon, le Portugal est un pays européen, c'est un pays, donc vous voyez, il y a eu un classement qui a été fait par l'OCDE en 2020, et où le Portugal ressortait deuxième comme le pays le plus accueillant pour y faire des affaires. C'est vrai que le pays est politiquement stable, et on le voit en ce moment, puisqu'on est dans une période de transition gouvernementale, et ça se passe relativement, enfin ça se passe même très bien, donc il n'y a pas de crise politique majeure pour l'instant. C'est un pays où il fait bon y faire des affaires, avec une proximité culturelle malgré tout, même si les Portugais sont des gens qui sont différents des Français, bien évidemment. Chacun a sa façon de faire des affaires, et on est dans un pays d'Europe du Sud, donc ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Tout fonctionne très bien, et la façon de négocier, par exemple, avec des futurs clients ou des contacts se fait peut-être un peu à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que ça se fait rapidement, il faut être préparé, il faut arriver et aller droit au but. Mais on est quand même en Europe du Sud, donc ça se fait d'une façon assez conviviale. Et quand on a des projets, c'est là aussi où il faut faire attention, c'est que la notion du temps est parfois pas la même que celle qu'on peut avoir en France. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, il faut l'avoir en tête. Ensuite, bon, il est facile de s'installer au Portugal. Je ne vais pas détailler ici parce que ma collègue le fera après, mais facile de créer des sociétés. Beaucoup de services se font en ligne. Alors, après la crise financière, il y a eu quand même de grandes réformes qui ont été faites, et notamment dans l'administration. Et vous avez une digitalisation importante de toutes les procédures. Donc là, il y a quand même le pays est assez en avance sur certaines procédures. À l'inverse, quand on est installé, quand on commence à avoir des projets, l'administration peut être aussi assez compliquée, voire même plus compliquée qu'en France dans certains cas. Et c'est pour ça qu'il faut aussi prévoir dans les plans de développement que vous pourriez avoir un délai plus long qu'en France sur certaines procédures, notamment l'obtention des licences ou des permis de construire, par exemple, ou des licences d'activité, qui peut être assez long en fonction des villes où vous allez vous situer. Voilà, donc ensuite, bon, il y a un fonctionnement qui se fait bien, mais l'environnement des affaires est assez, et même très favorable. Et puis, évidemment, la qualité de vie. Je vous disais tout à l'heure, ça fait 8 ans que j'y suis, j'ai pas du tout envie d'en partir. On s'y trouve bien, donc le climat est évidemment favorable, il y a un patrimoine extraordinaire, culture aussi très intéressante. Et puis pour les Français, enfin si vous avez des projets d'implantation, il existe des écoles françaises à Porto et à Lisbonne, alors qui sont malheureusement un peu saturées, mais il y a quand même possibilité de scolariser des enfants dans un système français, même si encore une fois le système portugais est très bon. Je vais maintenant vous parler un peu plus en détail des secteurs de l'économie et de ce qui marche aujourd'hui, des secteurs porteurs du Portugal. Si vous avez des questions, je peux en prendre un peu déjà. Enfin, je sais pas comment, mais comme je vois personne, donc ça c'est assez déroutant. Mais bon. Donc, sur les secteurs porteurs, donc le Portugal est un pays encore industriel. Et ça, je crois qu'il fait une force aujourd'hui dans le contexte actuel. Et donc, notamment avec tout ce qui est sous-traitance mécanique, que ce soit automobile. Donc, vous voyez que
L'automobile est un secteur important pour le Portugal, avec la présence notamment de de tous les constructeurs français, de beaucoup de sous-traitants, et un secteur qui est toujours en fort développement, avec des investissements qui continuent à se faire sur les gens qui sont présents, notamment chez Renault, par exemple, qui est au Portugal depuis une quarantaine d'années, et puis notamment Volkswagen, que vous voyez près de Lisbonne, qui a annoncé cette semaine encore un investissement de 500 millions d'euros. Donc il y a vraiment un secteur qui est en fort développement et qui attire beaucoup de sous-traitants. Donc là, il y a un fort potentiel pour les entreprises françaises. Autre secteur, dans le secteur de la mécanique, c'est l'aéronautique. Il existe au Portugal un pôle aéronautique qui est à la taille du Portugal, mais qui est quand même très actif, avec un constructeur historique qui s'appelle Embraer, qui est brésilien et qui est venu au Portugal, qui est un peu servi de locomotive, mais avec une présence aussi historique de sous-traitants ou d'opérateurs dans le secteur que sont Ogma ou Caetano, qui sont des entreprises portugaises. Et puis autour de ça, certains groupes français qui sont arrivés, notamment la WAC, Mecachrome, et puis plus récemment Airbus qui a ouvert une filiale dans le nord du Portugal. Donc un secteur aussi important qui a évidemment fortement souffert avec le Covid, mais qui est en forte reprise, puisque le marché aéronautique repart à la hausse assez rapidement. Tout ce qui concerne les technologies de l'information, tout ce qui est le digital, alors là, le Portugal est très bien placé depuis assez longtemps, avec la présence, vous voyez, de grands noms, sociétés industrielles ici, enfin, sociétés digitales qui sont présentes au Portugal. Pour la petite histoire, aussi, le Portugal a inventé, vous voyez, le télépéage, ça a été fait au Portugal. Aussi des systèmes de paiement qui sont innovants et qu'on utilise qu'au Portugal pour l'instant, mais qui permettent de faire pas mal de transactions. Donc, encore une fois, il faut voir le Portugal aujourd'hui d'une façon un pays novateur où l'innovation est très présente. Et vous voyez là que aussi ces grands noms, et notamment beaucoup de Français, mais pas seulement, viennent maintenant au Portugal pour implanter des centres d'innovation, parce qu'il y a une main-d'œuvre qui est qualifiée. Vous avez déjà des ingénieurs d'excellente qualité, parce que maîtrisent les langues étrangères, aussi parce que les salaires sont compétitifs. On peut avoir d'excellents ingénieurs pour des tarifs très compétitifs. Et donc, tout ça fait que vous avez tous ces grands groupes qui viennent aujourd'hui implanter au Portugal des centres de recherche, des centres d'innovation. C'est vrai notamment dans le secteur de l'automobile, où vous avez des centres de recherche du véhicule du futur, mais pas seulement. Vous avez aussi beaucoup de centres de services partagés, notamment chez les Français, qui sont très présents au Portugal. Tout ce qui est, encore une fois, digital et start-up, donc là, vous voyez que donc il y a la présence de la French Tech à Lisbonne, qui regroupe les entreprises, les start-up françaises qui veulent faire des affaires au Portugal. Mais ce qui a mis un peu le permis à ce secteur de démarrer, c'est la présence du salon qui s'appelle le Web Summit, qui est un des plus grands salons dans le secteur des startups, et qui est arrivé au Portugal il y a quelques années, et qui a décidé de rester présent au Portugal jusqu'en 2028. Et là, ça crée vraiment une dynamique importante, et place le Portugal vraiment dans les radars européens, mais mondiaux, pour implanter des startups. Et vous voyez qu'il y a en ce moment la construction d'un quartier à Lisbonne qui s'appelle Beato, qui va être notre station F, et qui est déjà en cours d'opération, mais qui va se développer très vite. Donc toute l'infrastructure, tout l'écosystème est en train de se mettre en place, et les autorités portugaises ont très vite compris, avec la crise financière, que c'était un secteur qui pouvait être porteur. Donc ça s'est d'abord développé à Lisbonne, et puis après dans d'autres villes au Portugal, notamment à Porto, mais aussi dans les villes universitaires. Donc dans tout le Portugal, on peut retrouver des écosystèmes qui permettent d'implanter des startups. Autre secteur aussi de pointe au Portugal, c'est tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Le pays est un pays en avance sur la consommation et la production d'énergie renouvelable. Pour ceux qui connaissent déjà le Portugal, quand on y arrive, on voit qu'il y a des éoliennes partout. Et on a une production électrique qui est quasiment, ou qui s'approche des 100% d'énergie renouvelable. Le pays a fermé sa dernière centrale au charbon il y a peu de temps, et affiche des ambitions assez importantes de neutralité en émissions carbone en 2050. Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir, qui s'ouvrent déjà pour les entreprises qui sont dans ces secteurs, notamment dans le secteur du solaire,
avec des appels d'offres qui ont été lancés mais qui vont être relancés. L'implantation de centrales solaires importantes et qui fonctionnent déjà, mais toujours en cours de développement. Il va falloir aussi renouveler le parc d'éoliennes, donc là aussi beaucoup d'opportunités. Et puis l'hydraulique aussi est un secteur très important, même si on en souffre en ce moment de sécheresse, mais bon, tout ça se développe bien. Donc là aussi, soyez bien conscients que le Portugal est un pays en avance par rapport à beaucoup de pays européens sur la production d'énergie renouvelable, et donc encore avec beaucoup d'opportunités à développer. Le tourisme, bien évidemment, alors ça c'est le secteur qui a fait redémarrer l'économie après la crise financière, qui a été fortement impacté par le Covid. Vous voyez que sur les chiffres, alors en 2019, on avait accueilli 24 millions de touristes, et que l'année dernière, on était exactement à la moitié, même si ça avait repris un peu. Donc on n'a pas encore retrouvé tout à fait, enfin même pas complètement, pas du tout le niveau d'avant-crise de la pandémie. Mais on y revient assez rapidement. Le trafic aérien est en train de reprendre. On voit aussi des bateaux de croisière qui reviennent. Donc secteur important, vous voyez que ça représente quand même 16% du PIB. Ce qui est important aussi par rapport à l'économie en général, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et je crois que dans le secteur du tourisme, ça se vérifie. Notamment, lorsque la pandémie est arrivée, le pays a mis en place des labels ou des critères de qualité sur la sécurisation, sur l'hygiène. Et en quelques semaines, après l'arrivée du Covid et après la fermeture ou le confinement, les autorités ont mis en place des labels de qualité et ont une réaction très rapide. Donc ça, c'est important à voir. En termes de visiteurs, bon, c'est le Royaume-Uni, mais la France se place quand même en bonne place. Et ce qui était surprenant avant la crise, c'est qu'en termes de dépenses, les Français étaient arrivés en deuxième position pour le pays qui dépensait le plus au Portugal. Et aussi au tourisme, c'est l'immobilier, puisque quand le tourisme a redémarré, beaucoup d'investisseurs ont investi dans l'immobilier pour faire de la location court terme. Et donc, l'immobilier est un secteur qui est toujours en plein développement, qui arrive pas à saturation, mais qui arrive avec des tarifs et des prix, vous voyez, assez élevés dans les grandes villes, que sont Lisbonne et Porto. Mais il faut bien voir qu'il y a une grande disparité en fait entre ces grandes villes et les autres régions du Portugal. Dès qu'on sort de ces grandes villes, les prix sont tout à fait abordables. Il reste encore beaucoup d'opportunités à faire dans tout le pays. La crise, la pandémie n'a pas eu d'impact sur le secteur immobilier, notamment dans les grandes villes. Les prix se maintiennent toujours, il y a toujours des projets avec des prix qui sont en augmentation. Il y a toujours un marché. Donc là, il faut aussi faire attention où vous voulez acheter si vous avez des projets d'achat immobilier. Bien faire attention aussi aux transactions immobilières qui sont différentes de la France. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça ne se passe pas vraiment comme en France. Le rôle du notaire au Portugal est quasiment inexistant et il faut vraiment avoir un avocat. L'avocat, en termes généraux, est un personnage central au Portugal, et notamment dans les transactions immobilières, mais dans tout ce qui concerne les contrats, il faut faire appel à des avocats. Et dans les transactions immobilières, c'est l'avocat qui joue en fait un peu le rôle du notaire et qui va un peu examiner tout ce qui se passe sur le bien immobilier et qui vous accompagnera dans toutes vos démarches. Et puis d'autres secteurs qui sont aussi en développement, notamment le secteur de l'agriculture et l'agroalimentaire en général, qui ont, je pense, là encore, qui peuvent offrir des opportunités, notamment dans tout ce qui est le secteur du bio, puisque le Portugal n'a pas d'agriculture trop intensive comme on peut les trouver en Espagne. Donc vous avez encore des terres qui sont indemnes de beaucoup de traitements et qu'il est facile de convertir en bio, avec des régions qui sont quand même relativement bien irriguées, notamment en Alentejo. Donc là, beaucoup d'opportunités. Le secteur de la mode et du textile en général aussi est un secteur traditionnel au Portugal et qui continue à se développer. Là aussi, on parle de résilience puisque c'est un secteur qui a été très sinistré dans les années 80-90, au moment où tout le monde est parti faire produire soit en Asie ou dans les pays d'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, on constate un retour des entreprises, une relocalisation de ces productions, c'est vrai aussi dans l'industrie. Mais pendant toute cette période, en fait, il y a une reconversion de l'industrie textile dans des secteurs innovants, encore une fois,
avec notamment dans le secteur de l'automobile, mais pas que, hein, ça concerne aussi l'aérospatial. Donc il y a un secteur avec beaucoup d'opportunités, mais il faut quand même être prudent sur ce secteur, c'est que pour les gens qui auraient des développements ou rechercheraient des partenariats dans le secteur du textile, les entreprises qui produisent aujourd'hui ici au Portugal sont des entreprises qui sont plutôt, qui produisent des gros volumes. Et sont aujourd'hui un peu saturées parce que justement il y a des productions qui reviennent en Europe. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête aussi. Et puis secteur plus traditionnel, et là c'est un clin d'œil pour Fabien, le secteur de la céramique en général est toujours un secteur novateur qui existe et avec des développements qui sont importants. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Je vais laisser la parole à ma collègue Clémentine. Alors, bonjour à tous. Je suis donc Clémentine Félix, responsable pour tout l'accompagnement commercial sur le Portugal. Juste pour planter le décor avant de vous présenter la Chambre de commerce, vous expliquer en quelques mots quel est notre réseau. Alors, la CCILF appartient à un réseau des CCI France à l'international. Alors, les CCI France à l'international constituent le premier réseau mondial d'entreprises françaises ou étrangères qui sont liées à la France. Alors, ce sont en général toutes des associations privées à but non lucratif et elles assurent un rôle primordial dans la promotion des communautés d'affaires entre la France et le pays où elles sont basées. Donc, elles gèrent toute la partie animation des communautés d'affaires, mais également ont à leur arc un service d'appui aux entreprises et la réalisation de prestations. Alors, sachez que les chambres de commerce françaises à l'étranger s'autofinancent. Elles s'autofinancent à travers les cotisations de ces adhérents et bien entendu des activités et des prestations qu'elles peuvent rendre. On compte actuellement plus de 126 chambres de commerce internationales dans à peu près, je crois, ça doit être 96 pays. Et au total, ça doit être une communauté de plus de 37 000 adhérents. Donc voilà un peu dans quel environnement on évolue. Alors la CCILF, elle a été créée en 1887, donc ça va faire une paire d'années. Nous sommes donc membres de la CCI internationale. On dispose d'une équipe bilingue de 10 personnes qui sont réparties entre 2 pôles. Lisbonne pour la majorité de son personnel, puisque nous sommes 8 personnes à Lisbonne, et puis également un bureau à Porto avec 2 personnes. La répartition des tâches vont être le nord beaucoup plus dans l'accompagnement d'entreprises portugaises qui souhaitent se développer en France et également tout le club d'affaires et l'animation, l'organisation d'événements. Lisbonne, on a donc le sens inverse, l'accompagnement des entreprises françaises sur le territoire portugais, tout le service animation de la communauté d'affaires de la région sud et un peu centre, et puis également toute la partie communication. Nous avons au total un peu plus de 600 adhérents à l'heure actuelle, tous secteurs d'activité confondus. Beaucoup d'entreprises françaises qui sont des multinationales automatiquement s'affilient à la Chambre de commerce. Beaucoup d'entreprises françaises qui s'installent au Portugal et qui croient en notre réseau pour développer leurs affaires et bien entendu les entreprises portugaises qui voient la Chambre comme une plateforme également pour aborder la France et pour surtout être informés des éventuelles opportunités d'affaires qu'il existe. Sur 2021 et malgré la crise pandémique, on a quand même accompagné près de 500 entreprises et on a réussi à organiser plus de 50 événements
qui ont été une bonne partie en digital, bien entendu. Je pense qu'on a tous un peu surfé sur cette vague du digital. Mais voilà, on a essayé d'avoir une activité un peu soutenue pour animer ce club d'affaires. Alors, au niveau ensuite des activités, on a un réseau. Voilà, merci Laurent. Alors, nous, au niveau de la Chambre de commerce, nous avons plusieurs niveaux d'accompagnement qui va dépendre essentiellement de la teneur du projet qui nous est présenté. Donc, ça peut être juste d'une petite information sur le potentiel ou sur la situation économique du pays ou la situation d'un marché en particulier. Donc voilà, rapidement, les différents accompagnements qu'on peut proposer sur l'information marché. Nous avons ensuite toute la partie communication, puisqu'on peut vous appuyer une fois sur place à travers des événements, des séminaires, des forums, vous présenter à la communauté d'affaires, mais également être votre support de communication et vous faire connaître auprès du grand public. Donc, ça va sur l'organisation d'un événement de promotion, ça va sur une newsletter, un emailing, voilà. Ça, sachez que nous sommes également sur la partie aval de votre projet quand une fois vous êtes installé. Au niveau, par contre, du développement de votre entreprise sur le Portugal, on a les services de base de prospection, mais c'est surtout pour l'implantation que nous sommes à de plus en plus sollicités, puisque on a plusieurs partenaires sur le Portugal qui, eux, gèrent et très bien la partie prospection à travers des missions collectives. Nous, on a quelques dossiers, quand même malgré tout, quelques dossiers individuels, soit des clients qui sont passés par nous il y a quelques années, qui nous ont recommandés et automatiquement, ce sont des sociétés qui nous font confiance également. Au niveau de l'implantation, on a tout le service de la domiciliation postale lorsque vous voulez uniquement faire un petit test sur le marché sans investir sur la constitution immédiate d'une structure locale. Et la gestion également du commercial délégué entre un petit peu dans cet investissement minime pour sonder le marché. Puis, nous avons bien entendu toute la partie constitution d'entreprise, location de bureaux pour Lisbonne, puisque nous avons un centre d'affaires avec à la fois des postes de coworking et des bureaux privés. Je précise en l'occurrence que ce centre d'affaires est actuellement au complet. Et nous pouvons bien entendu également être la structure d'accueil et héberger vos VIE à travers des accords avec Business France. Et puis bien entendu, lorsque vous êtes dans une phase de développement, nous avons un service d'appui au recrutement puisque nous avons une plateforme et une bourse de l'emploi qui bien que, comme l'a précisé Laurent, on est sur un marché un petit peu tendu au niveau de la main-d'œuvre, il va de soi que les profils bilingues français sont très prisés avec l'arrivée de tous les centres à partager et les profils bilingues se font de plus en plus rares. Donc voilà, un service qui autrefois avait une multitude de CV, maintenant c'est vrai que les profils sont de plus en moins nombreux. Mais bon, il y a quand même des possibilités de recrutement. Alors, au niveau de votre projet, tout va dépendre déjà de votre budget, ça va dépendre de la maturité du projet et bien entendu, si vous avez deux solutions,
ou le VIE, que je laisserai après Fabien Machado revenir plus en détail, ou le commercial à temps partagé, qui vous permet de, on va dire, sous-traiter une partie de votre activité et de votre prospection à un commercial de la chambre de commerce. Donc, cette personne, vous avez un commercial dédié et cette personne ne travaillera à temps plein pour votre à temps plein pour vous ou à temps partagé si jamais il y a d'autres missions qui lui sont attribuées. Donc c'est vrai que ça présente quelques avantages. C'est à la fois très facile de mettre en place, c'est à la fois des coûts modérés et ça vous permet de recueillir un certain nombre d'informations et surtout la température du marché que vous visez. Ensuite, si tout se passe bien et que le potentiel est confirmé, il y a bien entendu la constitution de société. Et nous, au niveau de la Chambre de commerce, nous avons en interne une personne qui peut vous appuyer sur toutes les prestations et les formalités de constitution de société et vous accompagne jusqu'à la présentation des partenaires qui sont obligatoires dans ces formalités, qui est la banque et le fiscaliste, et jusqu'à la partie où c'est le fiscaliste qui doit prendre la main, c'est-à-dire la déclaration de début d'activité. Jusque-là, vous êtes pris en charge de A à Z par notre responsable implantation et bien entendu, il y a ces 2 dernières années eu plus de constitutions à distance, donc à travers des procurations et où vous n'étiez pas obligé, où vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, mais bien entendu, il y a énormément de facilité également dans le déplacement et tant que là, apparemment, toutes les restrictions vont être levées dans les prochains mois. On l'espère, parce que c'est vrai que les chiffres ne sont pas bons non plus du côté d'une nouvelle vague Covid. Mais sachez, voilà, il y a la possibilité du déplacement et du présentiel à travers la signature de l'acte chez l'avocat ou auprès du registre du commerce. Et puis, il y a tout le distanciel qui est possible à travers l'envoi de procuration au nom de notre responsable. Au niveau du service d'appui aux entreprises, moi, je reste à votre entière disposition. Vous pouvez me solliciter à tout moment. Vous avez mes coordonnées, vous avez ceux de Laurent. Et bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez de plus en plus d'informations sur l'un ou l'autre des services présentés. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On peut peut-être faire une petite pause questions-réponses si jamais il y a des personnes qui ont des questions. Vous pouvez les indiquer soit directement dans le chat ou en levant la main via Teams. Non, apparemment, c'était très clair, on n'a pas de questions. Bon. Donc, Fabien, si vous voulez, je propose que vous continuez sur votre partie. Ça marche. Bon pour vous? Oui, on voit. Okay. Donc, je suis Fabien Machado, responsable du bureau de Lisbonne et chargé d'affaires export de la filière Cleantech et Industrie. Et bonjour à toutes et à tous d'abord. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de Business France en quelques slides et surtout du volontariat international en entreprise, donc le VIE. Alors, Business France, c'est quoi? Business France, c'est tout simplement un maillon de la Team France Export. Business France, c'est l'agence en charge du développement international des entreprises françaises et des investissements internationaux en France. Nos principales missions, un petit slide résumant nos missions. Donc évidemment, accélérer le développement international des entreprises et de leurs exportations,
prospecter les investissements internationaux et faciliter leur accueil et développement en France via le département Business France Invest, promouvoir l'image économique de la France et de ses territoires et des entreprises et de ses talents. Et la quatrième mission, développer et gérer le VIE. Alors, la Team France à l'export, c'est quoi? Eh bien, ça représente 750 conseillers dans 62 pays. Le bureau Business France est le correspondant de la TFE au Portugal, donc le bureau Business France de Lisbonne. Les solutions, nos solutions Team France Export, alors c'est là où il y a un petit peu plus à dire depuis janvier 2020. Business France a mis en place une plateforme de solutions TFE digitale qui met en fait en avant les partenaires privés référencés. Ces partenaires qui offrent des solutions d'accompagnement complémentaires à celles de l'agence. Et parmi ces partenaires, on trouve notamment la CCILF. Et parmi ces prestations, eh bien, ces prestataires peuvent aider les sociétés françaises dans leur démarche de droit et fiscalité, administration, représentation commerciale ou hébergement et domiciliation. Donc, tous ces partenaires sont agréés aussi Chèque Relance Export. Ça, c'est important. Et au sein de la TFE, Business France joue aussi son rôle d'organisateur et de répartiteur des chèques relance export. Et j'en profite pour vous indiquer que le CRE, donc le chèque relance export, a été prolongé jusqu'au 15 décembre 2022. Le volontariat international en entreprise. Le VIE. Donc le VIE, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est une solution de ressources humaines rapide, souple et simple à mettre en œuvre que Business France propose aux entreprises de droit français. Qui peut utiliser le VIE? Bien, toute entreprise de droit français qui souhaite développer son activité à l'étranger. Donc, évidemment, sur le Portugal pour ma partie, mais ça peut être dans n'importe quel pays du globe. Bien entendu, cette société doit posséder une structure d'accueil dans le pays, ou pas, puisque finalement, il y a des solutions d'hébergement, notamment avec des partenaires, des espaces de coworking, les bureaux Business France quand éventuellement il y a de la place, la chambre de commerce aussi, l'USO française, nous aide à proposer des solutions d'accueil pour nos VIE. Et ce VIE, il est ouvert aux jeunes Français et aux ressortissants de l'espace économique européen. Et ce sont pour des jeunes de 18 à 28 ans. Alors, le fait qu'il soit ouvert à des jeunes Européens, c'est assez récent. Passé, c'était exclusivement des Français, donc c'est intéressant. On a souvent le cas de jeunes, récemment portugais, puisque moi, étant sur place, j'ai contact avec la communauté portugaise plus facilement. Donc, je suis souvent contacté par des jeunes portugais qui font une mission VIE en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne, hein, donc pour des groupes français qui ont une structure dans ces pays-là. Comment fonctionne le VIE? Bien, le contrat VIE, c'est un contrat qui peut aller de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans la limite de 24 mois. Généralement, l'expérience que l'on a, c'est un contrat de 12 mois qui est fait dans un premier temps et renouvelé d'une période identique. C'est rarement sectionné en 6 et 18 mois. C'est une formule qui marche plutôt bien. Donc, l'activité qui est confiée aux volontaires est une activité à plein temps. Toutefois, le volontaire peut passer jusqu'à 165 jours par an dans la structure en France, formation, coaching. Et par contre, il ne doit pas avoir une autre activité rémunérée. Sur le plan administratif du VIE, il a un statut public, donc pas de lien contractuel avec l'entreprise. L'indemnité forfaitaire qui lui est versée est non imposable et exonérée de charges sociales en France. Et bien sûr, il est couvert, il a une protection sociale, évidemment. Et Business France prend en charge une grande partie de la gestion administrative du VIE, donc formalité juridique et à la mise en place du dispositif, versement des indemnités, évidemment. Alors, combien coûte un VIE? Alors, c'est un coût intégrable dans une assurance prospection BPI France.
faut le savoir, ouvrant droit au crédit d'impôt export. Ça, c'est important. On parlait tout à l'heure du chèque relance export. Le chèque relance export aussi offre 5 000 € de budget sur le coût d'un VIE à l'année. Il faut savoir aussi qu'il y a une déductibilité fiscale des indemnités versées au VIE sur le résultat de la maison mère en France. Et je vous indiquais une estimation du coût d'un VIE sur l'année, donc sur une période de 12 mois, à titre indicatif. Donc pour une entreprise dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros, on est sur un coût de 23 460 €. Pour une société qui a un chiffre d'affaires compris entre 50 millions, 200 millions, 24 000. Et pour un groupe supérieur à 200 millions d'euros, on est sur 26 000. Actuellement, alors en fin d'année, moi j'ai les chiffres de fin d'année, début janvier, il y avait au Portugal 185 VIE, donc ce qui est beaucoup par rapport, si on regarde, il y a encore 5-6 ans, on était à moitié moins de VIE, donc c'est une très belle progression. Et on a à peu près, sur ces 185 VIE, 60 entreprises utilisatrices. Et la répartition des entreprises, on est à 45% à peu près d'entreprises utilisatrices ayant un chiffre d'affaires de moins de 50 millions, donc la première catégorie. 10% compris entre 50 et 200, et les restants 45% pour des groupes dont le chiffre d'affaires est supérieur à 200 millions d'euros. Donc, financements régionaux pour les VIE. Donc, en plus du chèque relance export, certaines régions participent au coût du VIE. Donc, après, je vous invite à vous approcher de vos régions pour justement vérifier quelles sont les aides qui peuvent vous être attribuées dans ce contexte-là. Le VIE, donc pour quel type de mission il peut être embauché? Finalement, c'est toute mission confondue, aussi bien commerciale que technique. Alors, réalisation d'études de marché, prospection commerciale, animation d'un réseau, accompagnement d'un nouveau contrat au chantier. On a vraiment tous les cas de figure de l'expérience que l'on a au Portugal. Et parfois, ça peut aussi être la rampe de lancement pour un projet d'implantation. La société hésite peut-être à s'implanter dans un premier temps. Elle se demande si le marché portugais est porteur. Et dans ce cas-là, elle décide de recourir à la formule VIE. Elle n'a pas de structure locale, donc elle fait appel ou à la Chambre de commerce luso-française ou à un autre partenaire pour héberger le VIE. Business France propose aussi de coacher le VIE lorsqu'il est tout seul. Et souvent, donc, le VIE prospecte le marché. On a un cas d'école, success story, que je cite assez régulièrement, qui est Giromédia, donc agence de publicité marketing, qui s'est implanté au Portugal de cette façon. Le VIE a été chez nous pendant pratiquement ces 2 ans de mission. Et il a développé un portefeuille client. Et au bout de ces 2 ans, la société a créé une filiale au Portugal et le VIE est devenu directeur de la filiale. Donc voilà, typiquement un schéma qui marche bien. Et voilà, il faut avoir en tête qu'il n'y a pas besoin d'avoir une structure dans le pays du VIE pour que le VIE puisse faire cette mission. Donc voilà, ça je l'ai dit tout à l'heure, quel type de mission? Des missions modulables de 6 à 24 mois. Le VIE peut être formé en France, donc là, pas de scoop. Ça, ce sont des exemples de missions. Alors, vous voyez un petit peu de tout, sur tout le globe, hein, ingénieur informatique, ingénieur du son. On est voilà, tout un tas de missions, lancement d'une filiale, une analyse de marché, marketing et stratégie, comptabilité, développement commercial. Toutes les missions sont possibles. Un petit récapitulatif finalement des avantages de la formule VIE. Donc, exonération des charges sociales en France sur l'indemnité, c'est important. Possibilité d'aide régionale, comme je vous disais tout à l'heure. En plus, qui vient se compléter avec le chèque relance export VIE à hauteur de 5 000 € sur l'indemnité à l'année. Le coût supporté dans le cadre du VIE est éligible au crédit d'impôt export. Business France se charge de gérer administrativement le recrutement et de rechercher
les aides financières régionales dont l'entreprise peut bénéficier. L'assurance prospection BPI France, donc avec Scoface, donc un dispositif pour se prémunir en cas d'échec à l'international. Et enfin, pour utiliser le VIE, c'est également un avantage pour le candidat. L'expérience et le feedback que l'on a des VIE est vraiment très positif. Ça leur permet de continuer leur formation en vivant une expérience professionnelle à l'étranger et en plus de se perfectionner dans la langue du pays d'accueil. Et déductibilité fiscale des indemnités versées au VIE, important aussi. Résumant aussi, finalement, quelles sont les étapes de mise en place pour un projet VIE. Alors, il y a la première étape, évidemment, c'est la demande d'affectation d'un partenaire. Quand un projet VIE est détecté dans le pays, il faut en informer la maison mère. Ensuite, la maison mère contacte les bureaux Business France pour se faire expliquer les modalités, se faire accompagner dans la définition du projet. Ensuite, il faut créer un compte sur la plateforme Bon Volontariat International, donc l'ancienne plateforme CiviWeb, pour mettre en ligne l'annonce ou la demande d'affectation et compléter, bien entendu, avec l'identification de l'entreprise d'accueil. Et la deuxième étape, c'est la signature d'une convention avec Business France. Encore une fois, le contrat de VIE est signé entre la maison mère, donc l'entreprise, le siège de l'entreprise en France, et Business France. Il n'y a aucun lien avec la filiale portugaise lorsqu'elle existe. Voilà. J'espère avoir été clair, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées et j'aurai plaisir à échanger aussi bien sur la partie prospection que la partie VIE. Encore une fois, la partie les VIE, c'est vraiment une belle expérience pour les entreprises, très enrichissant, et pour les candidats aussi. Voilà, merci. Merci Fabien pour cette présentation sur le VIE. Je vous propose de nous accorder un petit moment questions-réponses. Si vous avez des questions sur cette partie ou sur les éléments qu'on a vus précédemment, je vous laisse l'indiquer soit dans le chat ou pareil en levant la main via Teams. Je vais juste rajouter une précision par rapport à ce que disait Fabien concernant la région ici au niveau du VIE. Donc effectivement, il y a le chèque relance VIE de 5 000 € qui est donné aux entreprises aujourd'hui. Et pour info, ici, la région Grand Est rajoute 5 000 aussi. Voilà, comme ça, tu as l'info. En fait, il double la mise dans la région Grand Est. Donc, une entreprise, elle aura 10 000 € pour un VIE si elle l'embauche cette année. Voilà. Ouais, c'est vraiment très intéressant. C'est pratiquement des ristournes de 50%, voire plus dans certaines régions. Donc là, pour vous, c'est 50%, donc c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, on a envie de vous dire, n'hésitez pas. Il y avait une entreprise qui posait la question. Donc, moi, voilà. Je veux juste poser une question, Fabien, parce qu'on est souvent interrogé là-dessus aussi. Imaginons qu'une entreprise a un jeune stagiaire ou quelqu'un dans leur entourage qui est dans cette tranche d'âge jusqu'à 28 ans. Est-ce que ces sociétés-là peuvent soumettre la candidature de ce candidat au VIE? Oui, alors on a un département VIE qui est basé à Marseille. C'est là où finalement tout se passe pour la gestion des VIE. Et ça nous est arrivé aussi dans le passé. Alors je dis oui, c'est tout à fait possible. Il y a juste une petite… en fait, il faut passer par nous. En tout cas, nous passer l'information de façon à ce que nous, après, on donne cette indication au département VIE. Ça facilite un petit peu les choses. Ce n'est pas forcément la procédure, c'est pas forcément une procédure commune. Mais lorsqu'un candidat VIE est déjà prédisposé, nous, on peut l'indiquer et après, en indiquant effectivement le nom déjà du candidat. Et après, la DVIE se charge de faire cette liaison avec le candidat prédisposé. Donc, c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette thématique? Ou sur les autres? Ou sur les autres, oui. Alors, je vais juste faire un petit aparté. J'ai délibérément
Je n'ai pas évoqué le portage salarial parce que justement, avec les dispositifs d'aide actuellement qui existent pour les entreprises sur cette partie main-d'œuvre et notamment avec le chèque VIE, plus je ne savais pas l'aide de certaines régions, le VIE reste une solution plus intéressante que le portage salarial. Et c'est pour ça que délibérément, je l'ai mis un petit peu de côté parce que déjà, toutes les sociétés au Portugal ne proposent pas le portage salarial. Nous sommes une des chambres de commerce qui ne possède pas ce service en catalogue, justement parce qu'il y a un petit peu des zones sombres dans le code du portugais et on préfère ne pas s'y aventurer. Et par contre, nous avons des sociétés adhérentes qui le proposent et c'est des contrats qui sont un petit peu plus complexes et qui représentent quand même un coût certain et certainement supérieur à ce que le VIE dans le cadre actuel ne propose. Donc voilà, je voulais juste le préciser. Et moi, du coup, j'ajouterais aussi qu'un point sur le VIE que je n'ai pas évoqué. La mission du VIE peut être multi-pays. Alors, le Portugal travaille évidemment en région avec l'Espagne. Donc, le bureau de Lisbonne est constitué de 4 personnes, en Espagne une vingtaine. Donc, sur la péninsule ibérique, on est à peu près 25. Et le VIE peut faire une mission partagée, par exemple, sur le Portugal et l'Espagne. Il faut quand même que les pays soient relativement proches. Et comme on travaille en région, c'est tout à fait envisageable. C'est assez rare malgré tout, mais c'est possible. Ça peut, si la structure, on peut imaginer qu'elle a une filiale, par exemple en Espagne, mais qu'elle ne l'a pas au Portugal ou vice-versa, ça ne l'empêchera pas de travailler sur ces deux pays-là, sur ces deux marchés, avec une option d'hébergement sur place et après un partenaire qui offrira une solution d'hébergement dans l'autre pays. Voilà. Donc il faut le savoir aussi. Le VIE n'est pas obligatoirement mis en mission sur un pays unique. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations que vous souhaitez partager, communiquer ou des questions. Ou si certains d'entre vous ont des projets concrets et voudraient un petit peu, je sais que c'est un petit peu compliqué de parler devant tous de projets de développement à l'international, mais si jamais il y a quelques questions par rapport à des situations bien précises, n'hésitez pas non plus à nous interroger, aussi bien Fabien que la CCI Grand Est ou la CCILF, on est à même de pouvoir vous informer et vous apporter en tout cas des éléments de réponse qui pourront vous conforter dans vos décisions de venir sur le Portugal. Oui, merci Clémentina pour cette précision. C'est ce que j'allais, pour conclure, indiquer. Donc pour toute question, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Vous allez recevoir les présentations donc à l'issue de ce webinaire avec le replay. Vous retrouverez nos coordonnées. Vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller international ou également me faire parvenir vos questions. Je ferai le lien à ce moment-là quand vous avez mon adresse mail avec les présentations. Je ne sais pas, Flora, si tu veux indiquer quelque chose. Non, mais tu as tout dit. Hein. Ils peuvent t'envoyer un mail directement à toi si on a besoin d'infos. Sinon, voilà, envoyer un mail directement à nos collègues là, qui sont présents, hein, puisqu'ils ont laissé leurs coordonnées, pas de souci. Oui. Sinon, le plus simple, effectivement, c'est de passer par le conseiller référent de la société. Hein. J'ai répondu à Banu Solgun, hein, en lui donnant les contacts de Frédéric Bourguignon par rapport à sa question. Donc voilà, donc chaque entreprise ayant un contact, voilà, profitez de ce conseiller référent qui fera le lien et qui pourra vous accompagner voilà, sur toute la partie de développement à l'international. C'est ce conseiller référent qui est le point de départ et qui après vient vers nous avec votre projet, nous le présente et après nous on vous accompagne. Très bien. Très bien. Très bonne journée à tous alors. Merci à tous pour cette présentation et pour votre participation et à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.
Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.